Le dossier dans toute son étendue. Pour avoir un débat, je crois qu'il faut repartir des arguments contraires. Alors il y avait par exemple, Jacques Vallée avait donné 5 arguments contraires. Oui. Alors il y en avait un, c'était l'impossibilité physique. Ça, en quelque sorte, tu l'as contourné en montrant qu'il y a dans la science à l'heure actuelle est capable théoriquement d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est très ouvert. Mais ceci dit, origine extraterrestre, ça ne veut pas dire forcément les étoiles très lointaines, les autres systèmes stellaires. Extraterrestre, c'est peut-être simplement au-delà de notre atmosphère, ou au-delà de ce que nous connaissons, au-delà des civilisations connues. Il y a plusieurs autres possibilités. Par exemple, des gens qui seraient dans le système solaire, ou des gens qui viendraient d'autres coins de la Terre inconnus, ou les fameuses hypothèses que moi je ne considère pas comme sérieuses, mais qui sont même très répandues, les hypothèses de Salas, Corey Goode, des civilisations, des breakaway civilizations, des civilisations, en fait, des morceaux de civilisation humaine qui se seraient pris, qui seraient devenues indépendantes, qui auraient développé des technologies extraordinaires. Bon, ok. C'est aussi une certaine forme de civilisation extraterrestre. Oui, tu sais. Oui, je passe le métro. Juste un mot sur Corey Goode. Il faut savoir qu'il y a un auteur américain qui a écrit 3 bouquins encore ces dernières années, avec des gens comme Corey Goode, qui racontent lui et d'autres sont allés 20 ans sur la planète Mars en passant par d'autres dimensions. Enfin, moi, je considère cela comme très, très peu crédible, mais je sais qu'il y a peut-être des gens, n'est-ce pas, dans la salle qui y croient. Voilà. Donc, je laisse la parole. Je suis... Vous vouliez peut-être des réponses sur le... Non, je suis tout à fait conscient de l'abondance des observations, des témoignages, des milliers et des milliers. Donc en fait, la difficulté maintenant pour les ufologues, c'est de décortiquer toutes ces informations, de réfléchir dessus. Et c'est là que, effectivement, la diversité étouffe un petit peu les recherches, les complique. Alors, personnellement, moi j'ai eu des expériences de déplacement dans l'espace sur 250 km en 1970 pendant une nuit, et donc je suis conscient qu'on peut se déplacer à travers l'espace instantanément, et donc en fait il y a d'autres dimensions. Alors est-ce que des civilisations viennent d'une autre dimension, d'un monde parallèle au nôtre, c'est une hypothèse aussi, c'est-à-dire ou alors qu'ils passent par là parce que c'est plus court pour venir d'un autre système solaire, donc ça peut être un raccourci. Alors c'est un peu ce que disent les humites, c'est-à-dire qu'ils passent par un univers jumeau, ce qui permet de voyager, je ne sais pas, 30 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Bon, bref, il y a tellement d'hypothèses que bon courage aux chercheurs. Oui, bon, tout à fait. Oui. Tu me l'ordonnes. Tout d'abord, merci pour cette conférence. Vous avez participé à une série d'émissions canadiennes qui a été diffusée entre 2014 et 2015, qui s'appelle Rencontres rapprochées. Dans cette série d'émissions, vous êtes interviewé sur une observation qui date de 1972 à Thésée. Oui. Le montage laisse penser que vous défendez la thèse qui a été soutenue par Jean Tirode et qui a été publiée dans Lumière dans la nuit à l'époque. Or, depuis, il y a eu une contre-enquête, et il semble qu'on ne soit pas du tout dans une hypothèse extraterrestre, mais bien dans un monde vraiment. J'aimerais peut-être vous donner l'occasion de reparler de cet événement et de reparler de la manière dont l'émission de télé, enfin cette émission canadienne, présente votre hypothèse. Alors, moi je ne suis pas particulièrement fier Je ne suis pas extrêmement fier de cette série d'émissions. J'ai parlé de Thésée parce que c'est un cas très connu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a entendu parler ici? Oui, voilà. Pas vous? Vous, non, vous ne connaissez pas Thésée?
Ah, mais vous ne savez pas tout, hein. Bon, oui, il y a des gens qui... mais il y a très peu de témoins, en fait. Il y a un ou deux témoins, en réalité. Oui, M. Tantôt. Hein? François Tantôt, qui était le Oui, témoin François principal. Tantôt, mais il s'avère être un témoin fragile. Oui. Donc, il a dit que lors d'une veillée nocturne, c'était à Thésée, il y avait une sorte de centre de spiritualité protestant, assez réputé. Et alors, il y avait des jeunes qui étaient là, qui faisaient une veillée autour d'un feu de camp, et puis ils ont vu, dit-il, un énorme ovni à l'horizon. Ils sont allés voir un petit peu, ils se sont rapprochés, puis il y a eu des phénomènes bizarres. Bon, c'est très fragile. C'est un exemple parmi d'autres, justement, de cas fragiles. Moi, je préfère beaucoup parler, disons, par exemple, de Trans-en-Provence, on a un seul témoin, mais on a des traces au sol, on a des effets sur les plantes, il y a des choses. Le scientifique Jean-Pierre Petit est très clair là-dessus. Oui, alors Jean-Pierre Petit, je le connais bien, mais c'est pas le personnage que j'ai envie de mettre très en avant en ufologie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra avoir débat sur donc, cette hypothèse extraterrestre, qui ne croit pas à l'hypothèse extraterrestre, dans le cadre, qui s'intéresse aux ovnis mais qui ne croit pas à l'hypothèse extraterrestre, et qui aurait des arguments à nous exposer? Ça pourrait animer le débat. Oui. Bon, vous êtes tous convaincus de l'hypothèse extraterrestre? Non, moi j'ai... Attendez. Oui. Non, moi j'ai pas d'argument spécialement apporté, mais j'ai aucune croyance spécifique, ni dans le phénomène ovni, ni dans une quelconque hypothèse extraterrestre. Mais la question, en fait, la question enferme la recherche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une hypothèse, quelle qu'elle soit, que ce soit une hypothèse paranormale, extraterrestre, etc., on a tendance à sélectionner que les événements qui concordent avec cette hypothèse. Et bien évidemment, quand les faits deviennent dérangeants, mais ce débat est très bien montré. Moi je trouve que là-dessus, Éric Jorquer fait un travail intéressant en montrant bien cette coupure à la fin des années 70, où on voit bien quand même que face à des faits qui ont quand même du mal à coller avec une hypothèse extraterrestre, qui ont du mal, ça ne veut pas dire qu'elle l'exclut, mais qui ont du mal à coller, eh bien l'ufologie a un peu explosé. Oui, alors attendez, je vois très bien ce que vous voulez dire, je comprends très bien. Je voudrais quand même signaler l'hypothèse de mise en scène. Et de mise en scène, pourquoi? Alors, ça peut être pour cacher leur véritable nature, ou en tout cas pour nous accoutumer petit à petit à leur présence. Il y a toute une batterie d'hypothèses qui sont possibles et qui ne sont pas du tout incompatibles avec l'hypothèse de type extraterrestre. Mais avec d'autres dimensions, des passages par d'autres dimensions, la manière décrite imaginée par des auteurs comme Jacques Vallée et d'autres. Donc on est loin d'avoir fini d'explorer tout ça. Il y a pas mal de gens en France qui font des observations, je pense, le long vers Brest, en Normandie, qui sont vraiment pas mal branchés sur ces histoires de passage d'une dimension à l'autre, de tunnels. C'est aussi les affaires du ranch de l'Utah qui a été exposées ici par la conteuse Elisabeth de Caligny. C'est aussi penser qu'il peut y avoir des passages d'une dimension à l'autre. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une autre dimension en tant que formation scientifique. Pour moi, c'est des mots. Mais il y a quand même derrière des phénomènes vraiment étranges. Oui. Donc, pourquoi pas? Oui, à ce propos, la découverte en Roumanie d'une salle sous une pyramide où il y aurait des technologies très très avancées, datant de plus de 50 000 ans, donc liées à des civilisations qui nous auraient précédés. Oui, je connais ça. Il y a eu une présentation ici, deux présentations faites par Daniel Hoffnung, Oui. Qui se base sur un livre sur le Bucégie, le mont Bucégie. Je ne sais plus des titres exacts. Oui, c'est quelque chose dont on entend beaucoup. Moi, je n'hésite pas, maintenant que j'ai plusieurs années dans l'ufologie, j'ai fait un peu le tour du sujet, à dire que j'y crois absolument pas, mais c'est la science-fiction intéressante.
Je suis d'accord. Il y a des rappels avec certaines sources ésotériques. Oui, oui, bien sûr, mais c'est trop. It's too much. Bonsoir. Dans l'hypothèse extraterrestre, si on prend acheter, moi je voudrais avoir l'avis de M. Bourdet sur depuis 47 on va dire jusqu'au tic-tac, Oui. la forme donc des objets Oui. volants Oui, et la forme des personnages. oui, Depuis 47, oui. on ne retrouve jamais les mêmes, ou quelquefois temporairement, mais il y a une transformation qui s'établit depuis 47, au niveau aussi bien des engins vus que des personnages. Comment l'expliquer si ce n'est pas extraterrestre? Si c'était des humains, Si je peux essayer de vous faire une réponse facile, qui est de dire que tout ça, ce sont des images fantastiques qui sont servies par on ne sait quelle puissance obscure, force de contrôle. C'est l'idée du mimétisme. Mais personnellement, ça ne suffit pas, cette explication. Je pense qu'il y a d'autres. Peut-être que je penche pour ma part pour l'idée qu'il y a des civilisations intelligentes qui nous connaissent depuis très longtemps. Moi, je resserre l'OVNI de Fatima, c'est quoi ça, à votre avis, hein? Ça veut dire quoi? Il y a vraiment, là, pour moi, c'est vraiment la technologie alien. Oui, mais surtout, c'est une intervention dans l'histoire humaine. C'est une intervention extraordinaire, extraordinaire. Et il y en a eu plein. La Bible est remplie d'histoires de ce genre, en fait. Donc, on est dans une histoire très ancienne, très profonde. Si j'ai bien compris ce que vous dites, monsieur, en fait, vous êtes parti de l'eau au moulin de l'hypothèse extraterrestre, en disant que les variations... J'amène pas d'eau, Oui. je demande une explication. Oui, d'accord. Je ne suis pas... Oui, comme disait, oui, dans la croyance. Je ne peux pas rentrer dans une hypothèse ou une théorie, parce qu'à ce moment-là, on s'enferme. Oui. À partir du moment où vous donnez un semblant d'explication, tout de suite, vous êtes catalogué. Alors c'est vrai qu'on a eu les soucoupes, on a eu les cigares. On a eu les cigares, on a eu toutes les formes. Ouais. Et au niveau des triangles, souvent. Au niveau des petits gris, au niveau des géants, du Yeti et tout ça, Oui. à partir du moment où vous donnez un début d'explication, vous êtes catalogué. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne veux pas être dans une catégorie ou une autre. Je veux avoir l'avis d'un... Je veux pas, c'est pas moi qui vais vous la donner ce soir. Non, non, mais vous êtes plus à même de donner un semblant d'explication qu'une piste. Ouais, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui ont étudié comme moi, et on est tous un petit peu dans le... J'allais dire... L'expectative. Dans l'expectative. Alors, dans les arguments contraires, il y avait celui de Vallée sur la technologie un peu primitive des examens médicaux. Oui. Mais ça, c'est pas très important pour moi. C'est peut-être des simulacres, c'est peut-être des... Oui. Il faut peut-être pas prendre ça au premier degré. Ouais. Non mais attendez, il y a quand même du concret dans les opérations. Les opérations d'implants du docteur Allaire, on a étudié beaucoup les implants. Je vous répète encore qu'il y a un livre que vous pouvez vous procurer qui vous donne des études assez poussées sur les implants quand même. Ok. Il y a des gens qui... Avec plaisir. Je voudrais juste dire que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, que l'humain est quand même très imbu de sa personne d'imaginer qu'il soit le seul dans l'univers avec tous les systèmes solaires et même dans notre système solaire. Je pense qu'il y a bien d'autres humanoïdes et beaucoup plus avancés que nous. Parce que de la façon dont nous nous comportons sur cette planète, je trouve qu'on est très proche de Cro-Magnon. Voilà, une planète qui verse le sang en permanence, qui détruit d'autres êtres, qui suppose avoir une supériorité sous prétexte que la peau n'est pas d'une telle couleur. Eh bien, je crois qu'on se comporte vraiment comme pire que Néandertal et que de toute façon, on est vraiment très... Je connais bien, c'est pour son travail, c'est pas que moi, qui nous a mis en éveil
sur la signification possible de l'attention que les ovnis semblent porter aux cimetières, leur possibilité d'agir dessus, et comme par hasard, l'homme qui a fait tout ce boulot, remarquable avant tout le monde, on lui dit maintenant qu'il a été enlevé. C'est tout, je voulais juste que vous le sachiez. Il a fait paraître son, il a fait paraître son bouquin, ce bouquin vient de sortir aux États-Unis. Oui, merci beaucoup pour cette information qui va, à mon avis, dans le sens de ce que... Cette information nous semble aller dans le sens que j'indique. En fait, ça rejoint... Il me semble que ça rejoint ce que je disais, c'est qu'il a peut-être été particulièrement soigné, ce monsieur Hastings. Voilà. Alors, je voulais juste me permettre, ça rejoint aussi une question que je me posais par rapport au coming out d'un certain nombre de sommités dans le domaine de l'ufologie, puisque Jean-Pierre Petit nous a fait son coming out aussi sur j'ai été enlevé par les extraterrestres lors de sa dernière conférence. Voilà. Et par ailleurs, j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec Jean-Claude Juncker aussi. On l'a vu aussi dire qu'il avait des contacts avec des extraterrestres. Est-ce que vous êtes au courant de cette allocution qui court sur Internet? Ah non, je ne connais pas l'histoire. Vous pouvez donner un résumé de mots? Il y a une vidéo sur Internet, il dit « Je parle avec des êtres d'autres planètes ». Ah oui, alors ça, je vais vous dire, là, il y a beaucoup de gens qui parlent avec des aliens, des anges, des extraterrestres. Il y en a beaucoup. Quelle est la différence entre l'alien et l'alien pour nous expliquer? Bon, la différence entre un alien et Bon, je pense que nous n'allons pas résoudre les problèmes ce soir. Malgré tout le niveau excellent de cette assemblée, je ne pense pas qu'on va arriver à résoudre les problèmes ce soir. Hein. Je ne sais pas si on peut continuer comme ça, mais nous n'allons pas y arriver. Bonsoir. Il est certain que les gouvernements ont peur de perdre leur autorité sur la Terre s'ils reconnaissent l'existence d'autres civilisations plus évoluées. Ils ne sont pas très pressés d'être obligés d'admettre que voilà. Qu'ils sont coiffés par des êtres plus avancés. Bon, ça c'est sûr. Bonsoir. J'ai une petite question un peu personnelle. Moi je m'intéresse à l'ufologie depuis très récemment. Hein, je sais, j'ai pas de croyance particulière pour le moment. Oui, allez-y. Et je voulais vous demander si là maintenant j'arrivais à vous prouver que l'hypothèse extraterrestre est fausse. Vous personnellement, comment vous réagiriez? Ah bah, si vous le prouvez de manière, convaincante, je serais convaincu. Oui, mais admettons de pied ferme. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est une expérience de pensée. Admettons que j'arrive à vous le prouver de manière convaincante. Est-ce que vous seriez déçu quelque part? Oui, peut-être, oui. Mais je n'arrive pas à concevoir cette situation parce que pour moi, c'est énorme. Le signe extraterrestre, c'est énorme. Vous n'allez pas le balayer comme ça. Hein. Surtout que vous n'êtes pas sur le terrain depuis très longtemps. Alors je vous souhaite bon courage. Hein. Oui, c'était pour une question sur deux points. Du point de vue ufologique, est-ce que vous avez eu connaissance de certains cas intéressants d'un ancien délégué régional SDLN qui était spécialisé de la zone du ballon d'Alsace, de Hagueb-Villers. Et d'autre part, en ce qui concerne Vandenbroek, est-ce que Vandenbroek, qui a participé à des thèmes comme Star Trek ou Star Wars, s'il était un artistique ou un scientifique? Alors attendez, je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse, mais j'ai cité un Hollandais spécialiste des théories les plus avancées. Si c'est celui-là dont vous parlez, c'est un grand spécialiste, un grand physicien. Le spécialiste. Mais c'est peut-être pas celui-là. Je ne suis pas sûr de répondre correctement.
De qui parlez-vous? Le délégué régional de LTLN, M. Cortési, qui était à Guebwiller, pour la zone du ballon d'Alsace. Vous n'avez jamais le cas. Et je viens dire, je ne connais pas. Autrement, donc, Vandenbroek, là, qui a participé à certaines idées artistiques comme sur Star Wars et Star Trek. Non, mais attendez, est-ce que c'est l'un de ces artistique ou un scientifique, vous savez, qui a parlé de relativité quantique, etc., de phénomènes de... J'ose pas trop en parler parce que c'est trop fort pour moi. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. C'est la première des choses, c'est quand on ne sait pas, ben on dit je ne sais pas. Voilà. Bon, moi je comprends. Pour un néophyte, quelle est la différence entre un alien et un E.T.? Parce que madame disait que la planète était un mauvais endroit, mais il y a plein de théories qui prétendent que les gouvernements seraient contrôlés par des aliens. Donc, alien, E.T., c'est synonyme, plus ou moins. C'est synonyme, alien c'est le mot américain pour dire étranger, et E.T. c'est extraterrestre, donc en gros c'est synonyme. Et est-ce qu'il pourrait être derrière les gouvernements, justement? Ah bah alors là ça fait peur. Oui je sais, mais moi je n'ai pas d'opinion là-dessus. Merci. Il a l'air de se débattre, de se dégager une idée qu'il y ait un lien entre les ovnis et notre technologie nucléaire. D'ailleurs, c'est la thèse qui est défendue dans l'ouvrage de Jean-Jacques Velasco que vous avez présenté. Mais il se trouve que depuis les premières bombes atomiques en 1947, enfin un peu avant, en 1944, 1945 le premier essai, il y a eu environ 2000 explosions sur Terre, dont environ 400 explosions atmosphériques. Entre autres, au moins 250 explosions thermonucléaires, ce qui est énorme, ce qui est absolument colossal. Et elles n'ont absolument pas été empêchées. Elles n'ont absolument pas... Il n'y a jamais eu... Non mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien de faire des explosions nucléaires. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il a l'air de se dégager une théorie, et apparemment elle est partagée par des gens dans cette salle, qu'il y aurait une forme de lien. Pourquoi pas, hein? Moi j'ai lu tout le livre de Jean-Jacques Velasco, qui est un livre intéressant, mais il se trouve quand même que les faits ont l'air de dire le contraire. Il se trouve qu'on fait exploser des bombes et que, bon, on a continué de faire exploser des bombes, bien qu'il y ait un phénomène ovni. Enfin, moi je suis... Non, alors attendez, je vous réponds. Enfin, mon idée, pour vous répondre, c'est que on nous laisse du temps. On nous laisse même faire des bêtises et puis après on nous dit bon écoutez ça c'est pas bien, ça faut arrêter ça. Oui, une question pour ça. Vous n'ignorez pas que, suite à la déclassification américaine, en 2010, il y a eu une conférence de presse des anciens officiers de les anciens officiers de l'armée américaine qui ont dit qu'un certain nombre d'ovnis avaient survolé les silos lance-missiles nucléaires aux États-Unis il y a plus de 30 ans, et que leur conclusion à eux, en tant qu'officiers supérieurs de l'armée, c'était que la désactivation des missiles, désactivation non destructive, parce que ces missiles ont été remis en service quelques heures plus tard. Donc cette désactivation des missiles, pour les militaires, c'était un signal, un avertissement donné aux Américains que, finalement, ces armes étaient peut-être dangereuses quelque part. Donc apparemment, pour ces militaires, le message envoyé par les ovnis, c'est que le nucléaire est peut-être quelque chose de dangereux. Ah bah oui. Ah bah peut-être. C'est ça le message. Je suis bien d'accord. Oui, c'est intéressant ce point que vous soulevez, c'est que sur la base de Robert Salas, l'officier Salas, il raconte dans son livre, Armstrong, que les ovnis ont désactivé des missiles, mais sans les détruire. Ils ont juste cramé des circuits qui ont désactivé les missiles. Mais le lendemain ou le surlendemain, les ingénieurs Boeing sont venus les réparer. Oui, c'était réparé. Donc, j'ai essayé de chercher un argument sceptique. En fait, c'est une réflexion que j'ai menée depuis assez longtemps, au vu de tout ce que disent les scientifiques à l'heure actuelle, comme quoi la réalité serait comme une
programmation informatique. Et donc tout le monde a joué aux jeux vidéo, il y a des bugs, il y a Mario qui apparaît au beau milieu de l'écran. Et pour moi, les ovnis pourraient être de cette nature-là. Ce qui nous apparaît comme des phénomènes ovnis, ça pourrait être des bugs dans une programmation informatique. Parce que moi, ça me paraît pas bête, et ça rejoint certaines théories scientifiques et certaines théories philosophiques aussi. Mais qui programme la puissance? Oui, bah, ça repousse la question, mais... Qui tire les ficelles? Parce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles quand même. Bah, c'est pas oui. de nulle part tout ça. Oui, mais pourquoi une réalité du faux, enfin, une réalité extraterrestre plus qu'une réalité spirituelle ou je sais pas quoi, ou la spontanéité de la nature? C'est la théorie de Gaïa, c'est la théorie de Fabrice Morin, ça. Il y a tellement de théories spirituelles. Enfin, c'était pour trouver un contre-argument par rapport à penser que voilà. Les contre-arguments, il faut les étudier, il faut réfléchir. Ça me paraît pas bête ce que je dis. Hein, si je suis devant une salle de sceptiques devant d'autres théories, ça pourra paraître bête, mais. Non, mais la question. C'est pas mal votre idée, mais ça recule un peu la limite, mais la question reste, d'où ça vient tout ça? Qui fait ça? Le sens de tout est toujours caché de toute façon, alors... Voilà, c'est tout. Non, mais c'est bien d'avoir cette opinion, parce qu'on la trouve quand même bon vin, et il y en a pas mal d'autres qui le développent. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur là-bas. Oui, je vais pas être un peu vieux jeu, mais je vais repartir aux théories des anciens astronautes. Quand on découvre il y a des pierres de plus de 1000 tonnes qui ont été ajustées au temple de Baalbek en Syrie, c'est assez étonnant quand même. Donc même maintenant on ne pourrait pas le faire. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, même actuellement on peut regarder le phénomène ufologique au XXe et XXIe siècle, mais les interventions précédentes sont peut-être aussi intéressantes. Ensuite, on a eu dans des conférences, il y a eu des personnes qui ont été abductées, et il semblerait qu'il y ait des hybrides. Alors, des hybrides. Des hybrides. Alors ça, on n'en a pas parlé, donc c'est aussi un sujet. J'ai pas osé en parler. Je voulais pas vous faire peur. Mais on peut en parler des hybrides, oui. Ça serait des manipulations génétiques, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces abducteurs qui prélèvent des semences génitales, qu'est-ce qu'ils en font? Hein? C'est un genre de clonage. Oui. Donc là aussi, on est un peu dans le cirage. On est dans le bleu, hein, dans le brouillard. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur nous? Je vois pas. Tu voulais peut-être poser une question, Anne? La fois dernière, vous aviez dit que vous aviez une nouvelle approche du cas Adamski. Est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu sur ce contacté Oui, alors, là je peux dire un mot, mais je ne connais pas très bien l'histoire, mais c'est toute une série de gens qui se sont mis à raconter qu'ils avaient rencontré des extraterrestres. Le plus célèbre, c'est George Adamski. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui se sont convaincus de la réalité de ces... Moi, je ne sais pas, à la limite, mais en tout cas, s'il a eu des contacts, c'est un monsieur qui a été manipulé aussi, lui aussi. Comme la plupart des contactés, c'est des histoires de gens manipulés, à mon avis. Et puis, en plus de ça, il y en a qui sont manipulateurs, qui en rajoutent une couche par-dessus. Donc, ah ben oui, pourquoi pas.
Ben oui, moi j'en ai rencontré. Donc peut-être. Et donc là, on s'aventure sur un terrain, j'ai même pas voulu en parler. Quand Georges Adamski raconte que les extraterrestres ont emmené à bord de leur astronef, il a fait le tour de la Lune et qu'il y avait des jardins fleuris sur la face cachée de la Lune, vous comprenez, là. Ouais, c'est presque ça. Arrêtez. Ok. Ben oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour, où on va clore ce débat? Bon, je crois que tout le monde a son plein de mythologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Agitas.